On est entouré de métaux, partout, tout le temps, d'un simple trombone à un gratte-ciel immense. Mais pourquoi est-ce que certains se plient, d'autres cassent net, et que d'autres encore résistent à des chaleurs pas possibles? Allez, on va plonger ensemble dans la science un peu secrète qui se cache derrière les matériaux qui façonnent notre monde. Ça a l'air d'être une question toute simple, hein, mais en fait, la réponse nous emmène au cœur même de la science des matériaux. Ce comportement, ce n'est pas du tout un hasard. C'est dicté par des propriétés invisibles, une sorte de personnalité unique à chaque matériau. Et c'est en comprenant cette personnalité qu'on arrive à construire aussi bien un pan super solide qu'un smartphone super performant. Alors, voici le programme. On va d'abord voir d'où vient le caractère des métaux, puis comment ils réagissent à la force, à l'usure et à la chaleur. On verra aussi comment on mesure tout ça de façon très précise. Et pour finir, on essaiera de décoder ce fameux langage invisible qui permet aux ingénieurs de tout construire. Bon, commençons par le début. Il faut imaginer que chaque matériau a sa propre identité, un ensemble de caractéristiques qui le rend vraiment unique. Ce ne sont pas juste des morceaux de matière inerte, loin de là. Ils ont des comportements bien à eux face aux contraintes du monde réel. Et ces propriétés, elles sont absolument fondamentales. C'est ce qui va déterminer si un métal peut être utilisé pour construire un avion, un petit filament d'ampoule ou une prothèse de hanche. Pour faire simple, la fonction d'un objet dépend à 100% des caractéristiques de son matériau. Maintenant, la question qui tue. Qu'est-ce qui se passe quand on applique une force sur un métal? Est-ce qu'il va plier ou est-ce qu'il va casser net? C'est une distinction essentielle qui repose sur un duo de propriétés qui sont totalement à l'opposé l'une de l'autre. Et voilà ce fameux duo. D'un côté, on a la ductilité. C'est la capacité d'un matériau à s'étirer sans se rompre. Pensez au cuivre qu'on peut transformer en des kilomètres de fils électriques. Et de l'autre côté, la fragilité. Là, le matériau se brise net sans prévenir. Le verre, c'est l'exemple type. Un matériau ductile est aussi tenace, ça veut dire que même si une fissure apparaît, elle a beaucoup de mal à se propager. Pour compléter un peu ce tableau, il y a deux autres concepts. D'abord, la ténacité. C'est la capacité à encaisser de l'énergie avant la rupture. L'image parfaite, c'est la carrosserie d'une voiture qui se froisse pendant un choc. Elle absorbe l'impact. Et puis, il y a la malléabilité. Ça, c'est le fait de pouvoir être martelé, aplati, sans se rompre. C'est la base du forgeage. Allez, passons maintenant à ce qui permet à un métal de résister à l'épreuve du temps, à l'usure, au frottement, à toutes les petites agressions du quotidien. En gros, c'est la question de la durabilité. Ici, le mot-clé, c'est la dureté. Mais attention, quand on parle de dureté, on ne parle pas de solidité en général. On parle bien de la résistance à la rayure ou à la pénétration. Et donc, un matériau qui est dur sera aussi très résistant à l'abrasion, c'est-à-dire à l'usure par frottement. C'est bien beau de décrire toutes ces propriétés, mais comment on les mesure de manière objective? Eh bien pour ça, les scientifiques ne se contentent pas d'observer. Non, non, ils poussent les matériaux jusqu'à leurs limites. Ça s'appelle l'essai destructif. Pour découvrir les secrets d'un matériau, la meilleure façon, c'est de le casser. C'est en analysant précisément la manière dont il se brise qu'on peut mesurer sa force, sa ductilité et tout son comportement quand il est sous contrainte. L'outil principal pour ça, c'est l'essai de traction. Le principe est super simple mais incroyablement efficace. On prend une petite barre du matériau qu'on appelle une éprouvette, on la met dans une machine et la machine tire dessus jusqu'à ce que ça casse. Pendant ce temps-là, des capteurs enregistrent absolument tout, la force qu'il faut et de combien le métal s'est allongé. Cet essai nous montre parfaitement deux types de déformation. Au début, elle est élastique. Si on arrête de tirer, le métal reprend sa forme, comme un élastique, tout simplement. Mais si on dépasse un certain point, la déformation devient plastique, c'est-à-dire permanente. C'est exactement comme quand on plie un trombone, il ne revient jamais à sa forme d'origine. Le résultat de tout ça, c'est un graphique. C'est la véritable carte d'identité du métal. On y lit des infos cruciales. D'abord, la limite d'élasticité. Notez EE. C'est la frontière exacte entre la déformation temporaire et la déformation permanente. Ensuite, la résistance à la traction. RM. Ça, c'est la force maximale que le matériau peut encaisser avant de céder. Et enfin, l'allongement à la rupture. A%. Ça nous dit de quel pourcentage le matériau s'est étiré avant la casse. Et plus ce chiffre est grand, plus le matériau est ductile. Mais les forces mécaniques, ce n'est pas tout. La température, ça joue un rôle tout aussi fondamental. Que ce soit pour le soudage, pour construire un pont dans un pays où il fait très chaud ou très froid, ou même pour un moteur de fusée. Le phénomène le plus connu, c'est la dilatation thermique. C'est très simple, quand on chauffe un matériau, il gonfle. Quand il refroidit, il se contracte. Ça peut paraître anodin, mais les conséquences sont gigantesques. Regardez ce chiffre, 21,6 mm. Ça ne paraît pas énorme, n'est-ce pas? Mais attendez de voir à quoi ça correspond dans la réalité.
Eh bien voilà, ce chiffre, c'est l'allongement d'un seul rail de train de 30 mètres entre une journée d'hiver glacial et un jour de canicule. Sans les espaces prévus pour absorber ce mouvement, les fameux joints de dilatation, la voie se tordrait complètement sous l'effet de la chaleur. C'est vraiment l'exemple parfait d'une propriété invisible avec des conséquences très très visibles. Une autre propriété thermique super importante, c'est le point de fusion. C'est la température à laquelle un solide devient liquide. Et c'est essentiel pour la soudabilité. Logique, plus le point de fusion d'un métal est bas, moins il faut d'énergie pour le faire fondre, et donc pour le souder. Regardez un peu ces différences. L'acier fond vers 1370 degrés, mais le cas de l'aluminium est fascinant. Le métal pur fond à seulement 660 degrés. Pourtant, sa surface est toujours recouverte d'une fine couche d'oxyde, l'alumine, qui, elle, ne fond qu'à plus de 2000 degrés. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de bien décaper l'aluminium avant de le souder. Bon, on a vu la ductilité, la dureté, la résistance, la réaction à la chaleur. Maintenant, on va rassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir la vue d'ensemble. En fait, toutes ces propriétés, ce ne sont pas de simples données théoriques. Elles forment un véritable langage. C'est en maîtrisant ce langage que les ingénieurs peuvent choisir le bon matériau pour la bonne tâche, que ce soit pour une carrosserie qui absorbe les chocs ou pour un gratte-ciel qui résiste aux variations de température. Au final, toute la technologie qui nous entoure repose sur une compréhension très profonde de ces propriétés invisibles. Choisir le bon matériau, ça n'a rien à voir avec le hasard. C'est le résultat de décennies de science et d'essais hyper rigoureux. Alors, la prochaine fois qu'on tiendra un objet dans la main, que ce soit une simple clé ou son smartphone, on pourra se poser la question, est-ce qu'il est dur, ductile, tenace ? Quelles sont les propriétés secrètes qui le font fonctionner ? C'est sûr, après ça, on ne regarde plus le monde matériel de la même façon.